Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous verrons quelles sont les situations du quotidien ou les conditions médicales qui favorisent des comportements respiratoires inadaptés. Les identifier et les traiter permet de prévenir l'apparition des symptômes d'une dysfonction ventilatoire. Cette démarche de prévention nous paraît complémentaire de l'apprentissage des techniques de contrôle de la fréquence respiratoire et de l'apprentissage des techniques d'hypoventilation utiles en cas de crise. Un des avantages très concrets que je vois aussi au fait d'identifier correctement ces triggers et de mieux cerner les objectifs qui relèvent véritablement d'une prise en charge kinésithérapique. En effet, identifier et exclure les conditions qui ne relèvent pas de notre champ de compétences permet une meilleure orientation du patient qui pourra bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire. L'asthme et l'hyperventilation forment une association fréquente. Lorsque c'est le cas, cela contribue à aggraver la situation du patient en rendant l'asthme plus difficile à contrôler et en majorant l'impact de ces deux pathologies sur la qualité de vie du patient. S'il existe des antécédents d'asthme, il est donc utile de s'assurer que le diagnostic est confirmé par un pneumologue qui contrôlera aussi que le traitement médical est adéquat. Des questionnaires permettent de dépister les asthmes instables et une éducation thérapeutique réalisée au sein d'une école de l'asthme viendra compléter de manière efficace la prise en charge kinésithérapique de la dysfonction ventilatoire. Pour l'attribution correcte des symptômes, pilier de l'éducation du patient, le test d'hyperventilation provoquée et le suivi des débits de pointe seront deux outils indispensables à l'attribution correcte des symptômes. Les utiliser permettra de choisir la bonne action à mettre en œuvre, soit augmenter le traitement de l'asthme ou utiliser les techniques d'hypoventilation. Un déconditionnement à l'effort peut aussi être un trigger d'une dysfonction ventilatoire. Au pic de l'effort, l'hyperventilation est physiologique et le contrôle de la fréquence respiratoire n'est plus possible. Mais cette hyperventilation peut devenir disproportionnée et symptomatique. Dans ce cas, si le niveau d'effort auquel se produit cette hyperventilation inclut certaines activités du quotidien, les symptômes seront fréquents et d'autant plus préoccupants pour le patient. En pratique, pour identifier ces situations, on confronte les résultats d'une évaluation ou d'une estimation de la VO2 max à une estimation des besoins métaboliques lors des AVJ qui s'expriment en METS. Ces équivalents métaboliques existent pour la plupart des activités et sont faciles à trouver. La formule inverse à celle que l'on utilise pour le calcul des METS permet une estimation de la VO2 du patient. Mais les résultats d'une épreuve d'effort ou d'un test clinique fiable seront plus pertinents. Si l'on ne dispose pas d'évaluation des capacités d'effort, on peut aussi placer le patient à des niveaux d'effort de même ordre de grandeur que ceux qui le gênent dans le quotidien sur cycloergomètre en utilisant la formule suivante. Les METS, c'est la puissance en watts développée sur le vélo multipliée par 0,079. Vous le voyez, les équivalents métaboliques offrent la possibilité de mettre en perspective les performances aérobies de nos patients et leurs besoins en termes de performance. Cela nous permet de définir des objectifs chiffrés de gains de performance aérobie, gains qui sont obtenus par la mise en place d'un réentraînement à l'effort. Mais l'objectif devra prendre en compte le fait que pour pouvoir être réalisé de manière confortable, pendant des durées de plusieurs minutes, en utilisant les filières aérobie et à des niveaux de dyspnée confortables, il est nécessaire de réaliser les tâches à des niveaux d'environ 70% de la VO2 max. Pour conclure, dans ces cas d'hyperventilation disproportionnée à l'effort, une amélioration des performances aérobies aura des effets bénéfiques en retardant ou supprimant l'apparition d'un trigger physiologique et en participant à une réassurance cognitive. Notez que certains collègues ne considèrent pas leur entraînement à l'effort indispensable. Leur intervention est uniquement éducative. Pour ma part, j'ai trouvé utile avec certains patients de mettre en place des exercices actifs, que ce soit du renforcement musculaire ou des activités d'endurance. Parfois, sans intention de développer leur VO2 max ni d'améliorer les paramètres musculaires, mais de profiter de ces situations pour les rassurer par rapport à leur capacité d'effort et les aider à trouver le mode ventilatoire adapté. Ces mises en situation sont dans ce cas plus une exposition graduelle à des situations qui déclenchent les symptômes, un peu comme dans une thérapie comportementale, et la progression, de séance en séance, participe certainement à la réassurance du patient. La parole, nécessitant la production d'un son grâce à un débit d'air expiré à travers les cordes vocales, vient également perturber la respiration. Dans ce cas, la ventilation aura la double fonction d'assurer les besoins respiratoires physiologiques et une fonction de communication. La marge de manœuvre pour agir sur les patterns ventilatoires, les volumes d'air mobilisés et la fréquence des cycles respiratoires sera plus limitée.
Des exercices simples peuvent tout de même être proposés aux patients, et si les résultats sont insuffisants, un suivi orthophoniste peut s'envisager. Voici quelques idées d'exercices ou de conseils simples à donner à vos patients. On peut lui conseiller de fractionner les phrases en respectant un délai maximum entre deux inspirations. On peut aussi lui conseiller de créer ou utiliser les temps morts pour inspirer calmement. Enfin, l'utilisation discrète des apnées peut également être conseillée, tout comme le fait d'augmenter les besoins ventilatoires en se déplaçant pour parler, par exemple. Dans mon expérience, les patients dont les symptômes apparaissent principalement à la parole utilisent leur voix pour des activités bien spécifiques, dans le domaine des arts et du spectacle, ou doivent s'exprimer face à du public. Mais qu'ils soient acteurs, chanteurs ou délégués syndicaux, ils utilisent leur voix comme un instrument et connaissent souvent des techniques pour en améliorer le contrôle. Une fois éduqués au lien entre une respiration dysfonctionnelle au sens physiologique et l'apparition de leurs symptômes, ils sont souvent capables d'analyser et d'améliorer d'eux-mêmes leur mode ventilatoire en tenant compte de nos observations. Les émotions peuvent également modifier notre manière de respirer. Celles-ci peuvent être le seul et unique déclencheur d'une crise d'hyperventilation, comme c'est le cas dans les attaques de panique par exemple. Mais elles peuvent aussi apparaître liées à la perception corporelle de la dyspnée. Cette perception va générer des sensations auxquelles sont associées des émotions qui peuvent être particulièrement intenses et désagréables. Une fois la dyspnée perçue, les émotions deviennent le trigger de comportements respiratoires dysfonctionnels. Notez que les modèles théoriques qui viennent des neurosciences de la douleur s'appliquent tout à fait à la dyspnée. Ces situations sont sûrement fréquentes chez les patients qui nous sont adressés. On peut mettre en évidence ces triggers psychologiques en interrogeant le patient sur ses antécédents. On peut aussi utiliser des questionnaires spécifiques qui évaluent la dyspnée de manière multidimensionnelle. Ces informations semblent aussi être des facteurs de pronostic. Une composante psychogène importante n'est pas de bon pronostic pour une éducation respiratoire conventionnelle. La recherche de drapeaux jaunes peut également amener des clés de compréhension face à une dyspnée atypique ou à une mauvaise réponse à une approche éducative classique. Par exemple, un patient qui simule pour obtenir une indemnisation dans les suites d'un accident du travail aura peu de chances de rapporter une amélioration de ses symptômes. Mais ces informations sont parfois longues et difficiles à obtenir. Afin de ne pas perdre trop de temps, l'expérience m'a amené à mettre en place des procédures. Ne les prenez pas comme des règles, mais comme les astuces d'un professionnel de santé qui souhaite rapidement aider son patient à s'orienter vers le meilleur traitement possible, sans lui faire perdre de temps ni chroniciser de manière inutile une prise en charge kinésithérapique. En présence d'une pathologie psychiatrique avérée et en cas d'absence d'amélioration après une dizaine de séances, je réadresse le patient à son médecin traitant en lui faisant part de la non-réponse de son patient à une approche éducative conventionnelle. Ces patients, pour la plupart, ne seront pas en capacité de mettre en place des techniques simples comme les hypoventilations. C'est le cas par exemple pour les formes graves de dépression. Chez ces patients, il arrive qu'une fois le problème psychiatrique traité, ils puissent reprendre de manière efficace une rééducation. Devant un profil psychologique particulier mais moins sévère, comme un état anxio-dépressif avec un score HAD élevé, mais sans autre antécédent particulier, j'essaye d'identifier quelle émotion spécifique est associée de manière intense et désagréable à la dyspnée. Cette information m'est donnée par le questionnaire MDP et va guider la conduite à tenir, qui va être de rassurer le patient de manière cognitive lors des séances et éventuellement y ajouter un soutien psychologique. Dans cette catégorie de patients, on trouvera entre autres les patients développant des kinésiophobies, par exemple dans les suites de pathologies cardiovasculaires. Et on a également en ce moment des profils particuliers avec les patients post-Covid. Attention, dans notre expérience, certains profils étonnants de dyspnée, étiquetés dans un premier temps comme d'origine psychogène, ou du moins sans explication médicale, cachent parfois des conditions médicales rares ou de diagnostics difficiles. En cas d'échec de la prise en charge, on s'assurera que le patient a bien bénéficié d'une consultation spécialisée. Pour information et pour vous partager mon expérience, voici une liste de pathologies diagnostiquées après qu'une première prise en charge pour dysfonction ventilatoire ou syndrome d'hyperventilation ait été prescrite. À bientôt!